Quelque chose bouge dans votre champ de vision périphérique et votre corps réagit avant même que votre cerveau ait eu le temps de comprendre ce qui se passe. Aucune réflexion, aucune décision. Ce réflexe était déjà là, tapis en vous, bien avant que vous ne sachiez lire, marcher ou parler. Personne ne vous l'a appris. Il est apparu tout seul, dans les tout premiers mois de votre existence, et il ne vous a plus jamais quitté. Et ce réflexe n'a pas été façonné par votre vie. Il a été forgé par des millions d'années durant lesquelles des prédateurs ont chassé vos ancêtres. Ce qui nous amène à une partie de notre histoire que l'on raconte rarement. On aime se représenter l'espèce humaine comme le fruit de sa propre intelligence, des outils inventés, le feu maîtrisé, un langage construit, un cerveau qui grossit par la seule force de la raison. C'est une belle histoire. Elle est aussi largement incomplète. Car pendant l'essentiel de notre histoire, les animaux n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient la pression constante qui nous a façonnés, sans même le savoir. Commençons par un fait que l'on préfère souvent taire, nous n'avons pas toujours été les chasseurs. Pendant une très longue période, nous avons surtout été des proies. Sur plusieurs sites archéologiques en Afrique, des ossements humains portent encore les traces de morsures et de griffures identiques à celles laissées par de grands félins sur leurs proies habituelles. Ces marques ne se trouvent pas sur un squelette isolé, mais réparties dans les mêmes couches sédimentaires que celles occupées par des lions, des hyènes et des léopards. Nous faisions partie de leur menu. Ce n'est sans doute pas le chapitre le plus flatteur de notre histoire, mais c'est un chapitre décisif. Car voici la conséquence inattendue. Lorsqu'un groupe est régulièrement traqué la nuit, il cesse rapidement de vivre, chacun de son côté. On se rapproche, on surveille les alentours à tour de rôle pendant que les autres dorment. On apprend à compter les uns sur les autres. Des chercheurs qui étudient la coopération chez les loups, les lions et les hyènes ont montré que la défense collective et la vigilance partagée sont les réponses de classiques que développe une espèce soumise à une forte pression de prédation. Beaucoup pensent que cette même logique s'applique directement à nos ancêtres. Autrement dit, les prédateurs qui cherchaient à nous dévorer nous ont, sans le vouloir, appris qu'un groupe soudé valait mieux qu'un individu isolé. C'est peut-être là, très concrètement, que commence la vie sociale humaine. Mais l'histoire prend un tour encore plus étrange lorsqu'on regarde ce qui se passait de l'autre côté. Pendant que nous étions chassés, nous cherchions nous-mêmes à manger. Et la scène ne ressemble en rien aux images héroïques des documentaires. Imaginez une grande carcasse abattue dans la savane africaine, peut-être par un lion. Avant même qu'elle ait fini de refroidir, la ruée commence. Des hyènes arrivent d'un côté, des vautours plongent dans du ciel. Et au milieu de cette agitation, un petit groupe d'êtres humains se précipite vers les eaux, tentant d'arriver avant tous les autres. On ne parle pas de chasse ici, mais de compétition pour des restes. En examinant les couches d'ossements retrouvées dans la gorge d'Olduvai en Tanzanie, des archéologues ont fait une découverte frappante. Des marques de découpe laissées par des outils en pierre juste à côté, de traces de dents de carnivores sur les mêmes os dans les mêmes couches, au même endroit. Nos ancêtres partageaient littéralement les mêmes carcasses que les grands prédateurs, arrivant souvent en second, récupérant ce que les carnivores avaient laissé derrière eux, en particulier les os longs. Et les os longs contiennent de la moelle, une source extraordinairement dense en calories, en graisses et en nutriments essentiels au développement du cerveau. Atteindre cette moelle en premier avait donc une importance vitale. Cela exigeait de briser l'os avec un outil et surtout de savoir lire le comportement des prédateurs, deviner à quel moment le lion avait fini de se nourrir, sentir quand les hyènes s'apprêtaient à partir, repérer la fenêtre exacte où l'accès devenait possible. Une forme de reconnaissance de motifs sous pression extrême, répétée sur des milliers de générations. Et ce n'était pas un cas isolé. Des marques de découpe retrouvées en Europe ont été datées d'environ 1,4 million d'années, preuve que nos ancêtres traitaient déjà des carcasses, observaient les prédateurs et cassaient des os bien plus tôt et bien plus largement qu'on ne le pensait autrefois. Ces animaux ignoraient tout du rôle qu'ils jouaient. Mais les ossements suggèrent qu'ils ont, malgré eux, contribué au développement du cerveau humain. Il existe pourtant une relation qui a tout changé, plus encore que le lion, l'hyène ou le mammouth, celle avec le loup. En 2020, des généticiens ont analysé de l'ADN ancien prélevé sur des restes de chiens préhistoriques provenant de plusieurs continents et de différentes époques afin de reconstituer la véritable histoire de la domestication. Ce qu'ils ont découvert est loin d'être simple. La domestication du chien n'a pas été un événement unique survenu à un seul endroit. Elle s'est déroulée sur une très longue période dans plusieurs régions du monde avec une origine génétique complexe. Les estimations varient entre 15 000 et 30 000 ans et le débat reste vif parmi les spécialistes. Une chose, en revanche, ne fait aucun doute. La toute première espèce domestiquée par l'humanité n'était ni une vache ni un mouton, mais un loup qui avait cessé de fuir.
Réfléchissez à ce que cela représentait concrètement pour un groupe humain tentant de survivre une nuit à la belle étoile. Un chien entend ce que nous n'entendons pas, sent ce que nous ne sentons pas, détecte le moindre mouvement dans l'obscurité la plus totale. La portée sensorielle d'un groupe accompagné de chiens dépassait largement celle d'un groupe seul. Et la nuit, lorsque le feu faiblissait et que nos yeux devenaient pratiquement inutiles, le chien restait éveillé, à l'écoute, prêt à réagir bien avant que nous ayons perçu quoi que ce soit. Cela vous rappelle quelque chose? Des recherches sur la cognition canine ont montré que les chiens sont particulièrement sensibles au regard humain, aux expressions du visage et aux gestes, davantage encore que les chimpanzés, pourtant nos plus proches parents génétiques. Et les humains, de leur côté, sont devenus tout aussi attentifs aux chiens. Au fil de milliers d'années de vie commune, les deux espèces se sont progressivement ajustées l'une à l'autre, ont appris à se lire mutuellement, laissant des traces de mesurables jusque dans leur comportement et leur génome. Nous n'avons pas seulement utilisé les chiens, nous nous sommes transformés ensemble. Il s'agit là d'une relation véritablement unique entre deux espèces. Il existe enfin un dernier volet de cette histoire qui n'a rien à voir avec la survie. Depuis longtemps, les spécialistes de l'art préhistorique se posent d'une question simple. Pourquoi les animaux dominent-ils à ce point les peintures rupestres du Paléolithique? Les parois de grottes célèbres sont couvertes de bisons, de chevaux, de mammouths, de rhinocéros et de lions, peints avec une précision et une énergie stupéfiantes compte tenu des conditions et des outils disponibles à l'époque. Les figures humaines, en comparaison, restent rares et sommaires. Une explication a émergé. Les chasseurs passaient des milliers d'heures à traquer les animaux, à lire des empreintes, à observer une démarche, à guetter le moindre signe de menace ou de fuite. Génération après génération, cette pratique a construit un système visuel extraordinairement calibré pour repérer des formes animales, même dans les surfaces les plus irrégulières. En pénétrant dans les parois inégales et ombragées d'une grotte éclairée à la torche, nos ancêtres percevaient peut-être littéralement des animaux dans la roche, avant de simplement tracer ce qu'ils croyaient déjà voir. Le premier art de l'humanité n'aurait alors pas été une invention, mais un acte de reconnaissance. Les animaux ne se contentèrent donc pas de nourrir nos corps, ils organisaient la façon dont notre esprit percevait le monde. Cette même attention obsessionnelle aux formes, aux mouvements et aux contours, celle qui permettait de survivre dans la savane, est peut-être exactement celle qui a produit la toute première peinture au fond d'une grotte, à la lueur d'une torche, il y a environ 40 000 ans. Alors, voici la réponse honnête à la question de départ. Les animaux n'ont pas fait de nous des humains à eux seuls. Le climat nous a transformés. Le feu nous a transformés. Les autres humains nous ont transformés, peut-être même davantage. Le langage, la culture, le temps, tout cela a joué son rôle. Mais les animaux ont constitué une pression qui ne s'est jamais arrêtée. Ce sont eux, les prédateurs, qui nous ont poussés les uns vers les autres. Ce sont eux, les carcasses, qui ont récompensé l'intelligence et l'usage d'outils. Ce sont eux, les compagnons, qui ont prolongé nos sens dans l'obscurité. Et ce sont encore eux, les formes vers lesquelles notre esprit continue de se tourner, bien longtemps après la disparition du danger immédiat. Car une partie très ancienne de notre cerveau n'a jamais vraiment accepté que le danger soit passé. Cette réaction, lorsque quelque chose bouge trop vite dans votre champ de vision, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas un défaut, ce n'est même pas votre système nerveux qui dysfonctionne. C'est le résultat de millions d'années d'animaux qui, sans jamais savoir ce qu'ils construisaient, cherchèrent simplement à survivre un jour de plus, à protéger leurs petits, à manger avant qu'un autre ne le fasse. Et qui, ce faisant, nous ont façonnés, nous, sans même s'en rendre compte.